Donc on est parti, les nouveautés de l'épilepsie enfant dans cette année, d'octobre 24 à octobre 25. Tout d'abord, je vais attaquer sur le syndrome des spasmes infantiles, qui a eu pas mal de nouveautés. Une étude que j'ai trouvée très intéressante sur la détection des spasmes infantiles par intelligence artificielle sur les smartphones. Une étude allemande où en fait ils ont pris des vidéos de YouTube, ils ont normalisé les vidéos, ils ont fractionné les vidéos en segments de 5 secondes et ils ont entraîné un modèle qu'ils ont testé sur une cohorte de validation. Ils avaient quand même entraîné sur 2500 segments, dont un tiers de segments de spasmes épileptiques, et ils ont, pour valider les données, travaillé sur des vidéos TikTok, des vidéos YouTube et du vidéo EG. On voit qu'ils avaient une très bonne capacité de discriminer les deux types de segments, les segments sans crise et les segments avec crise. Vous avez ici la classification sur la cohorte de validation. On était avec une accuracy de 0,92, une R sur la courbe de 0,98, une spécificité de 100%. Et quand ils ont fait passer le même détecteur sur les patients normaux, ils avaient très peu de fausses alertes, 0,75%, et principalement sur 5 enfants parmi les 62, il y en avait 62 où il n'y avait aucune erreur. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre que l'utilisation des smartphones pour détecter les spasmes épileptiques, ça marche, mais ça on l'utilise classiquement dans notre pratique clinique. Mais ça montre aussi qu'on peut aussi l'utiliser dans des pays où l'accès à l'EEG est beaucoup plus difficile. 3 papiers sur les spasmes épileptiques toujours qui sont sortis, qui étaient intéressants. Le premier, c'est sur la comparaison de l'ACTH versus le régime cétogène. Il y avait déjà des études qui existaient, c'est une étude qui vient confirmer ce qu'on savait, c'est-à-dire qu'il y a une bonne efficacité sur les spasmes du régime cétogène qui est assez similaire à l'ACTH. Dans cette étude, le délai d'arrêt des spasmes était de 7 jours pour l'ACTH, de 10 jours pour le régime cétogène, donc des délais qui sont extrêmement proches, avec beaucoup moins de rechutes dans le groupe régime cétogène versus le groupe ACTH. Donc l'intérêt du régime cétogène dans les spasmes épileptiques. Une deuxième étude qui, elle, a travaillé sur les spasmes avec des lésions qui étaient enlevables en chirurgie. Donc il y a très peu de patients, il y en a 61 qui étaient dans ce cas-là, donc 15% de leur cohorte. Et en fait, bien qu'il y ait 60% des patients qui répondent à une première ligne, en fait, il y a beaucoup de rechutes. Et on n'a que 57% de survivants à 2 mois, et à 36 mois, on n'a plus que 38% de survivants, d'où l'intérêt d'opérer rapidement ces patients. Et un facteur qui était identifié dans l'étude, c'est la réponse au premier traitement standard, que ce soit l'hormonothérapie ou le vigabatrin. Et si vous avez une mauvaise réponse, il faut aller très vite vers la chirurgie, surtout qu'ils avaient des bonnes réponses à la chirurgie, avec un Engel 1 qui est aux alentours de 76% à 2 ans. Deuxième étude, cette fois-ci, elle s'est amusée à travailler sur la deuxième ligne des spasmes épileptiques. On a énormément de données sur la première ligne, mais très peu de données sur la deuxième ligne. Donc, ils ont comparé les gens qui passaient du traitement hormonal au vigabatrin, ceux qui passaient du vigabatrin au traitement hormonal, ceux qui passaient d'un traitement hormonal à un autre traitement hormonal, et le passage d'un traitement hormonal à un traitement non standard ou du vigabatrin à un traitement non standard. Cette étude a montré que changer de mécanisation, c'était la manière d'être le plus efficace, avec en général 32-35% de rémission, alors que si vous passez d'un traitement hormonal à un autre traitement hormonal, vous avez quand même un gain qui est beaucoup plus faible, de 18%. Et cette étude, elle confirme ce qu'on sait déjà, c'est que les traitements non standards sont beaucoup moins efficaces. La SUDEP, petite activité SUDEP, donc une étude qui est sortie au Canada avec la plus grande cohorte d'enfants, 49 patients. Ce qui était étonnant dans cette étude, c'est d'identifier des sous-populations qui étaient moins évidentes, comme les nourrissons de moins de 2 ans, des patients qui n'avaient jamais fait de crise tonique-clonique, des patients qui avaient fait moins de 10 crises, voire qui n'avaient pas de crise depuis 6 mois, des épilepsies considérées comme bénignes, notamment des EMJ, et des patients qui n'avaient pas de déficit cognitif. Ce n'est pas forcément ces patients-là chez qui on va informer du risque de SUDEP. Or, en fait, il faut le faire parce qu'il y a quand même une sous-population de ces patients qui risquent d'avoir une SUDEP. Bien sûr, il y avait des facteurs favorisants, des infections récentes, des changements de routine, ou encore des baisses ou des non-observances de traitement. Ça, c'est le nombre de traitements antiépileptiques lors des SUDEP. Et on peut remarquer qu'il y a quand même pas mal de patients qui ont 0, voire un seul traitement. Donc, il faut vraiment être dans l'annonce de la SUDEP assez précoce et assez agressif en réalité. Ce qui était étonnant aussi, c'est qu'il y avait 39% de ces enfants qui partageaient leur chambre avec quelqu'un. Il y avait 41% des enfants qui avaient une vérification nocturne régulière et 33% qui utilisaient un babyphone. Alors, vous voyez, les chiffres sont variables parce qu'on n'avait pas toujours les données. Mais en tout cas, quand on avait la donnée, le babyphone, ça ne protège pas de la SUDEP, en fait. Une petite actualité sur les crises prolongées, une étude égyptienne que j'ai trouvée intéressante parce qu'elle comparait l'utilisation de midazolam kétamine versus midazolam placebo à 5 minutes de crise chez des patients de 6 mois à 16 ans aux urgences pédiatriques qui faisaient une crise de plus de 5 minutes. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que l'utilisation combinée du midazolam et de la kétamine avait une meilleure efficacité dans l'arrêt des crises, avec 76% d'arrêt des crises à 5 minutes, 76% à 15 minutes et 88% à 55 minutes, avec le protocole d'état de mal qui se poursuit avec le lévétiracétam, la phénitoïne, le midazolam, IVSE.
Et finalement, peu d'effets secondaires, peu d'hypotension, peu d'intubation dans le groupe kétamine-midazolam versus le groupe placebo-midazolam, parce qu'ils allaient beaucoup plus loin dans les thérapeutiques. Et finalement, les phénomènes d'émergence, qui sont ces réveils dissociés, étaient relativement peu rapportés, puisque ça concernait environ 3% des enfants. Petite activité anti-épileptique avec le cénobamat qui va finalement bientôt arriver en pédiatrie de plus en plus. Donc cette étude, c'est l'étude qui a le plus de patients, qui est sortie dans Epilepsia, qui est à 169 patients, 55% de DE et 45% d'épilepsie focale. Elle montre principalement beaucoup de répondeurs. On est à 75% de répondeurs. Les couleurs de la figure sont vraiment mauvaises, puisque quand c'est rose pâle, c'est déjà répondeur en fait. Donc on a 75% de répondeurs à 3 mois et 82% à 12 mois, avec un effet en dehors des crises qui est rapporté à la fois sur le comportement, sur la cognition, sur l'épilepsie et même sur le sommeil. Et finalement un taux de rétention qui se maintient bien, avec 91% à 3 mois et 89% à 12 mois. Il y avait dans cette étude pas mal de fois où ils étaient obligés d'adapter l'introduction du médicament par rapport à ce qui est dans le Vidal pour s'adapter aux effets secondaires. Il faut avoir conscience que dans cette étude, il y avait 8% des patients qui avaient une aggravation des crises sous cénobamat, notamment les Dravet. Et ça a été rapporté que les Dravet peuvent avoir une aggravation des crises via l'utilisation du cénobamat qui inhibe sélectivement les courants sodiques persistants. Là, vous avez un cas de 2 patients, le patient 1 et le patient 3, où vous voyez la fréquence des crises qui augmente lors de l'introduction des cénobamat et qui va diminuer, voire s'arrêter à la diminution. Il y avait quelques patients qui sont même allés faire des status épilepticus, alors que ça faisait longtemps qu'ils n'en avaient pas fait. Une étude intéressante chinoise sur la validation d'un modèle prédictif de récurrence des crises à l'arrêt des traitements. C'est des choses qui sont assez connues chez l'adulte, mais chez l'enfant, on n'avait pas beaucoup de données. Et donc, ils ont fait une méta-analyse pour créer un score afin de prédire le risque de rechute de crise. Et ils l'ont validé dans une cohorte prospective de 340 patients qu'ils avaient suivis à 3 ans. Donc ce score, le voilà, donc c'est un score en 17 points, avec des facteurs de risque qui sont un âge de la première crise à plus de 10 ans, une durée d'épilepsie de plus de 3 ans, un EEG après l'arrêt des antiépileptiques qui est anormal, un EEG au début de l'arrêt des antiépileptiques qui est anormal, une histoire de crise fébrile, la présence d'un retard intellectuel, la présence d'un examen neurologique anormal, l'utilisation de plus de 2 antiépileptiques ou des crises focales seulement au début. Et ce score leur a permis d'évaluer le risque de rechute de crise dans leur cohorte prospective avec une R sous la courbe de 85%. Et en fait, ils ont stratifié en 3 zones de risque. La zone de bas risque avec un score inférieur à 3, une zone de risque intermédiaire avec un score entre 3 et 6, et une zone de haut risque avec un score à plus de 6. Et vous voyez en dessous la survie avec le groupe bleu qui est la zone de le faible risque, le groupe vert qui est le risque intermédiaire et le groupe rouge qui est le risque sévère. Et ce score, je pense qu'il peut être utilisé en pratique clinique pour expliquer aux parents pourquoi vous n'arrêtez pas un traitement antiépileptique. Parce qu'on a souvent une pression des parents pour arrêter les traitements antiépileptiques chez l'enfant. Petit point imagerie, avec une cohorte de patients qui ont été vus en IRM7 Tesla. C'est une cohorte italienne, je crois, ou anglaise. En fait, ils ont repris leurs 29 patients qu'ils ont passés en IRM3 Tesla, en PET et en IRM7 Tesla. Ce qui était honnêtement plutôt rassurant, c'est que finalement, l'IRM7 Tesla rattrapait un faible nombre de patients. Et vous avez ici des images d'IRM7 Tesla où c'est vrai qu'on peut voir sur certains patients des dysplasies qui sont vues de manière beaucoup plus évidente que sur les IRM7 Tesla. En haut, vous avez la 3 Tesla, en bas, la 7 Tesla. Avec le signe de la flèche pour voir la dysplasie, si vous ne la voyez pas. La stimulation cérébrale, donc on a l'arrivée de la DBS chez l'enfant. Une première cohorte avec 22 patients, avec principalement des encéphalopathies épileptiques et développementales dans environ 75% des cas, avec 45% de répondeurs. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la réponse elle est un peu bimodale. Soit vous êtes répondeur, soit vous n'êtes pas du tout répondeur, mais il n'y a pas tellement d'intermédiaires. Et il y a une réponse en fréquence, mais il y a aussi une réponse en intensité de crise, en sévérité des crises. Et finalement, si on prend la fréquence et la sévérité, on est plutôt aux alentours de 90% de répondeurs. Avec un impact aussi sur la qualité de vie, des patients qui vont un peu moins louper l'école, on loupe l'école 5 jours de moins, et ils ont une petite amélioration de la qualité de vie, mais c'est encore des données préliminaires, c'est les premières données avec une cohorte un peu importante de patients ayant une DBS. La VNS, maintenant, elle induit aussi chez l'enfant des SAOS,
Donc c'est une étude qui a été publiée dans Sleep, avec une polysomno avant, puis une polysomno après. Et il y a 41% des patients qui présentent un SAOS versus 23% avant la mise en place de la VNS, avec une aggravation de certains cas, entre avant la VNS et après la VNS. Et on a un index apnée-hypopnée qui est multiplié par 2. Alors on n'est pas au niveau de chez l'adulte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de grande traduction clinique de cette aggravation des SAOS, alors que chez l'adulte, il peut y avoir vraiment beaucoup d'impact. Ici, il y a un patient qui a bénéficié d'une CPAP. La chirurgie de l'épilepsie. J'ai bien aimé cette étude sur l'identification précoce des candidats à la chirurgie. Donc c'est une étude qui a été faite aux États-Unis à Cincinnati. Ils ont pris les dossiers des patients, les comptes rendus d'EEG, les comptes rendus d'IRM, et ils ont développé un algorithme afin de classer les patients qui avaient besoin d'une chirurgie versus ceux qui n'en avaient pas besoin, et l'ont validé sur une cohorte prospective. Donc c'est des cohortes avec énormément de patients. On est dans des datasets de 5800 patients pour l'apprentissage et pour la validation de 1600 patients chez l'enfant et chez l'adulte. Moi, je vais vous présenter que les résultats enfants. Donc on voit quand même une bonne performance du modèle à la fois dans la construction du modèle, on a un R sur la courbe à 0,95, en prospectif on reste à 0,91, et finalement vous voyez sur le box plot du bas à gauche que vous avez une grosse différence entre les patients qui sont chirurgicaux versus ceux qui ne le sont pas. Les critères qui étaient pris, c'était principalement le nombre de visites, l'âge, l'utilisation du lacosamide, le nombre de visites entre la période 0-1 an, et l'utilisation totale d'antiépileptiques, le nombre total de procédures. Et finalement, ce qui est intéressant dans ces modèles-là, c'est de voir qu'ils viennent prédire les patients qui ont besoin de chirurgie 2 ans et demi avant qu'ils aillent en chirurgie. Donc c'est vraiment une identification très précoce de ces patients. Et finalement, ce modèle, il dépasse la simple règle de il faut être pharmacorésistant, il faut avoir un échec de 2 antiépileptiques pour aller vers la chirurgie. Donc comme on est en train de vouloir aller sur des chirurgies de plus en plus précoces, ben, ces modèles-là, ils pourront nous aider à prédire et à identifier les candidats pour aller beaucoup plus vite. Une autre étude que j'ai trouvée intéressante, c'est l'utilisation péropératoire de l'IRM, notamment pour les résections. Donc là, on a un exemple de résection, et vous voyez bien dans la figure B qu'il y a un tout petit peu de blanc qui manque, ici. Et donc cet enfant, il va être repris pour compléter sa résection. C'est une équipe allemande qui a 10 ans d'expérience dans le domaine, ça se fait de plus en plus, hein. Mais c'est intéressant de voir que 80% de leurs patients ont un IRM péropératoire, et notamment de leur disconnexion, de leur déconnexion, parce que ça leur permet de s'assurer que la déconnexion est complète. Et finalement, ils ont un faible taux de réopération, puisqu'ils sont aux alentours de 12%. Et ils ont un outcome qui est plutôt bon et qui est plutôt meilleur quand ils utilisent l'IRM péropératoire. Mais il y a forcément un biais, parce que je pense qu'ils ont une telle utilisation de l'IRM péropératoire que c'est un peu déséquilibré, et ceux qui n'en ont pas sont probablement des candidats qui sont plus simples. La génétique, une première étude qui montre l'impact de l'utilisation des tests génétiques rapides sur la clinique. C'est une étude qui a travaillé sur tous les patients qui avaient des crises avant 2 ans ou une épilepsie sévère ou réfractaire nécessitant une admission en soins intensifs. Donc ils ont pris 106 patients, et en fait dans un cas sur 5, les résultats génétiques ont modifié la stratégie thérapeutique ou la prise en charge. Ils ont eu 2 groupes, un groupe avec que des crises et un groupe associant crise et comorbidité. Donc là, vous avez dans le groupe crise principalement des mutations de canaux, avec par exemple l'utilisation de la carbamazépine dans les gains de fonction des canaux sodiques, ou encore l'utilisation du valproate dans l'identification d'un syndrome de Dravet, ou le régime cétogène dans l'identification d'une maladie mitochondriale. Et quand c'était avec des comorbidités, c'était des mutations en général plus complexes, et on voit qu'il y a quand même une bonne partie des patients qui allaient soit vers les maladies métaboliques, soit qui allaient en soins palliatifs, parce qu'on était face à des maladies neurodégénératives. Et donc, il y avait une réduction des crises ou une disparition des crises à 12 mois qui était reportée chez 50% des patients qui avaient bénéficié d'une thérapie entre guillemets ciblée. Une actualité sur les thérapies géniques, puisque nous y allons. Donc les essais en cours ASO, les voilà. Donc ça, c'est dans le clinical trial, les essais qu'on trouve actifs. Donc vous avez un essai sur le Dravet, un essai sur l'Angelman, et un petit essai qui va commencer sur le SCN2A. Sur le Dravet, c'est le Zorevunersen. Donc ça, c'est l'évolution en open label suite aux premiers résultats qu'on a tous vus, avec une bonne efficacité de ce traitement sur la fréquence des crises.
Donc là, vous avez la poursuite des traitements avec une ponction lombaire tous les 4 mois pour injecter l'antisense nucléotide. Et vous avez une persistance de la réduction des crises avec les patients qui avaient reçu une dose plus haute à 60 mg qui ont une réduction de crise qui est beaucoup plus importante que les patients qui ont reçu moins de 60 mg. Mais aujourd'hui, ils sont qu'à 8 mois, mais ça va continuer. Et finalement, on arrive actuellement à 30 mois. On a un effet qui se maintient aussi en dehors des crises, que ce soit sur la communication. Donc là, vous avez les scores par rapport à la baseline à 12 mois puis à 24 mois. On a donc une amélioration de l'expression, une amélioration de la copie. On a une amélioration aussi des scores de motricité, qu'elles soient fines ou plus grossières, des interactions. Une étude qui a été publiée sur le rugonersen dans l'Angelman, cette fois-ci. Donc là, le protocole est très complexe, hein. C'est des protocoles de maladies rares où finalement il y a extrêmement peu de patients, mais il y a plein de combinaisons différentes, puisque vous voyez, il y a des doses différentes, il y a des interdoses différentes, et c'est des nouveaux schémas, à mon avis, de protocoles qui sont en train d'arriver, mais qui sont beaucoup plus complexes à comprendre. En réalité, ils ont tout poulé à la fin, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Et finalement, ils montrent bien qu'il y a une amélioration sur les aspects en dehors des crises, que ce soit la cognition, l'expression, la motricité fine. Mais vous avez ici les crises, et on voit très peu d'efficacité sur les crises. Et finalement, il y a quand même, dans les effets secondaires de grade 3, 52% des patients qui ont des effets secondaires de grade 3, principalement de la fièvre, des vomissements, des ataxies, des crises. Maintenant, je vais passer à la thérapie génique. Donc, il y a principalement deux syndromes qui sont actuellement actifs sur des phases 1-2, donc des phases moins avancées sur la thérapie génique. C'est le syndrome de Dravet et le syndrome de Rett. Je n'ai pas trouvé de données sur le syndrome de Dravet, j'ai des données sur le syndrome de Rett. Le syndrome de Rett, donc vous le connaissez tous, donc ça touche principalement les filles, avec une présentation clinique qui est en gros en 4 phases, avec surtout la phase 2, avec cette régression de l'apparition des stéréotypies, l'apparition des crises convulsives. C'est dû à des mutations de MECP2 sur le chromosome X, et en fait, ça va engendrer un déficit de MECP2 d'environ 50% des cellules. Et face à ça, on a un syndrome de duplication de MECP2, où il y a une surexpression de MECP2 qui va lui donner des déficiences intellectuelles sévères et un langage très pauvre. Alors, je vais faire une petite apparenté, excusez-moi, sur le trofinétide, qui est une petite molécule qui a été lancée dans le syndrome de Rett, dont on commence à avoir les premiers résultats. On est sur une phase, on est sur l'open label. Donc, c'est un modulateur neurotropique dérivé d'IGF-1 qui agit en aval de MECP2 pour améliorer la synaptogénèse, réduire l'inflammation et restaurer la fonction neuronale. En tout cas, c'est le principe de fonctionnement. On a donc l'étude Lavender, que vous avez peut-être vu, qui a été dans les posters, avec une amélioration du score, du DB score, qui est un score qui a été développé pour le syndrome de Rett, et qui est en fait un score rempli par les familles. Et on voit une amélioration au cours du temps de ce score. Cependant, on a très peu d'effets sur les crises. Mais c'est une molécule que vous devez connaître, je pense, avec maintenant un recul de 104 semaines dans cette étude. Et donc, pour revenir sur l'expression du syndrome de Rett, pour revenir sur la partie génétique, on est face à boucle d'or finalement. Parce que soit vous avez une surexpression du gène, vous n'êtes pas bien, soit vous avez une sous-expression du gène, vous n'êtes pas bien non plus, et il faut réussir à être au milieu. Et ça, c'est quand même un nouveau challenge dans la génétique, à mon avis. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que finalement, pour vous le représenter d'une autre manière, vous avez ces cellules qui ont une sous-expression, il faut les rendre normales, et les cellules normales, il ne faut pas qu'elles aient une surexpression. Donc il faut réussir à avoir tout le monde au même niveau. Donc comment ils ont fait? Ils ont utilisé un mini-ARN qui est produit par les cellules ayant MECP2. Et finalement, quand la cellule n'a pas le mini-ARN, elle va avoir la thérapie génique et être corrigée. Et quand elle a le mini-ARN, elle va faire un rétrocontrôle négatif et finalement, la cellule va rester normale. Donc ça, c'est cette étude. Et finalement, ils ont commencé à inclure des patients avec des résultats plutôt sympathiques à l'âge de 2 ans, 6 ans et 7 ans, avec une amélioration des développements moteurs, de la communication, peut-être une stabilisation, voire une amélioration des crises, c'est pas encore clair, et une amélioration de la fonction autonomique. Il n'y a que 2 patients qui sont publiés sur Internet et pas encore dans des revues. Mais je trouve très intéressant comme approche. Et finalement, ça pose quand même la question de le plus tôt et le mieux. Et on arrive quand même maintenant à avoir de plus en plus de screening néonatal qui sont en train de se lancer, on va en avoir un en France, sur les maladies actionnables. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un Guthrie avec cette maladie, on est en train de lancer la génétique dans le dépistage anténatal. Donc là, vous avez toutes les études en cours. Il y a des choses qui sont plus discutables. Diagnostiquer un Lafora, par exemple, chez un bébé,
ça pose des questions éthiques aussi. Diagnostiquer un CACNA 1A chez un bébé, ça pose aussi des questions. On n'a pas beaucoup de traitements. Ce n'est pas des zones où on a beaucoup de traitements. Mais toujours est-il que si on prend les scores pour le screening néonatal, il y a quand même quelques épilepsies qui mériteraient d'être dépistées, comme le GLUT1, la déficience en GLUT1, ou encore toutes les épilepsies vitaminosensibles, ou la céruleuse lépofusinose, ou même les scléroses tubéreuses de Bourneville, parce que finalement, on en loupe quand même beaucoup en anténatal. J'ai fini. Eh bien, un grand merci, Mathieu. Je pense qu'on peut l'applaudir. Donc, merci pour cette présentation exhaustive. On va tout de suite passer aux actualités en épileptologie adulte, cette fois, en accueillant Mireille Malia, qui est neurologue au CHU de Rennes. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs et surtout au Conseil scientifique pour la possibilité de vous présenter les nouveautés pour les épilepsies adultes cette année. C'est ça un peu le plan de travail. On va faire le guide, diagnostic et clinique, génétique, électrophysiologie. On va passer aux médicaments, neuromodulation, chirurgie. On va finir avec les comorbidités et le social. Donc pour les guides, certainement, je peux commencer que par la nouvelle classification de l'ILAE sur les crises épileptiques, qui retient les 4 classes principales de crise, mais introduit une nouvelle terminologie et structure hiérarchique de classificateurs versus descripteurs de crise, remplace la vigilance avec la perte de conscience, manifestations motrices et non motrices sont remplacées avec observables et non observables, et introduit un nouveau type de crise, les myoclonus négatives. Puis, concernant les guides un peu de la Société européenne de neuroradiologie, introduisent deux critères minimaux recommandés et optionnels pour 4 catégories. Ça veut dire première crise, état du mal épileptique, puis épilepsie pharmacosensible et épilepsie pharmacorésistante avec bilan préchirurgical. Ça, c'est une revue systématisée et une méta-analyse du groupe de travail de la santé mentale qui prouve qu'en fait, il y a très peu de psychothérapie pour les patients épileptiques dans les études qui ont des troubles psychologiques, surtout de dépistage, mais très peu d'intervention, psychoéducation et pharmacothérapie. Ils montrent aussi les freins et les leviers pour cette thérapie. Et bien sûr, la nouvelle nomenclature pour les crises non épileptiques psychogènes, qui désormais, c'est officiel, c'est des crises fonctionnelles / dissociatives, après un travail acharné de 5 ans, et qui a un meilleur terme pour les patients, mais également pour les spécialistes en troubles neurofonctionnels, et qui aussi relie aux classifications internationales comme le DSM-5 et le CIM-11. Je vais passer au diagnostic et clinique. Avec ces premières études de Nature Communication qui, avec une méthodologie très intéressante et très complexe, essaie d'identifier un réseau commun des EGI sur l'IRM structurel, mais aussi sur l'IRM fonctionnel, et qui montre qu'il y a un hub central, c'est le noyau centromédian thalamique que vous voyez ici, avec un réseau plutôt sensitif au moteur et périsylvien, et aussi un réseau anticorrélé beaucoup plus vaste, et que si on implante avec le DBS dans ce système, on va avoir une réduction médiane de crise généralisée de 90%. Et vous voyez ici, ils sont vraiment très fins. Ça, la boule rouge, c'est pour les EGI, alors que pour le Lennox-Gastaut, c'est 4 mm en arrière. Donc, c'est vraiment du ciblage très précis. Une autre étude sur un biomarqueur ou un traceur du TEP nouveau qui s'appelle TSPO, la protéine translocatrice. C'est une étude du Kremlin-Bicêtre qui montre qu'il y a une bonne correspondance entre ce biomarqueur qui est utilisé à la période intercritique et la décharge ictale pour 12 de 17 patients compliqués et qui ont eu besoin de ECG, et que cette traceur il est intéressant aussi pour les IRM négatives, FDG PET négatives et les multifocaux. Puis, l'étude de Lancet, que vous avez déjà vu sur la session SUDEP, c'est la première étude prospective qui va suivre une cohorte énorme de 2600 enfants et adultes pour une période de 10 ans. Tous, ils ont eu une phase 1 en US ou UK. Et puis, ils ont identifié des facteurs de risque majeur, le fait de vivre seul, plus de 3 crises généralisées,
et de marqueurs de risque, l'apnée centrale postictale prolongée de 14 secondes ou l'apnée ictale centrale de 17 secondes. Et ces marqueurs de risque, on peut les identifier pendant la phase 1. C'est ça un peu le côté intéressant de l'étude et le côté bien sûr prospectif. On va passer à la génétique. La technologie pour identifier du matériel ADN sur les électrodes de ECG devient de mieux en mieux, s'améliore, et ce groupe canadien réussit à identifier du matériel génétique sur 7 patients de 17 implantés en ECG, et 4, ils ont eu pendant la zone épileptogène des mutations sur des variantes du gène pour les dysplasies corticales focales, et qui ont pu être dépistés même avant la chirurgie. Une autre étude s'intéresse un peu au profil lipidique et protéique des hypométabolismes pour les épilepsies temporales. C'est vraiment des analyses très complexes, mais qui montrent qu'il y a plusieurs voies qui expliquent le hypométabolisme en PET. Il s'agit aussi d'une augmentation de concentration du phosphatidylséride au niveau membranaire, mais aussi du dysfonctionnement de signalisation du calcium, du métabolisme de la glucose et aussi du récepteur NMDA. C'est des études qui peuvent nous aider pour développer de nouveaux traceurs PET. Je vais finir la génétique avec cette grande étude de Science qui va analyser 22 patients. Vous voyez, il y a des enfants, il y a des adultes avec des malformations de développement cérébral complexe qui associent polymicrogyrie, hétérotopie, atrophie thalamique cérébrale et cérébelleuse, et identifie une nouvelle classe de mutations génétiques qui s'appelle les trichopathies, c'est eux qui les dénomment, parce que ça affecte le complexe TRIC-CCT, qui est une chaperonine qui va aider pour le repliement de 5 à 10% du protéome, incluant l'actine et la tubuline. Donc forcément, quand ça ne marche pas bien, ça donne des malformations cérébrales complexes. Et il y a cette nouvelle classe de maladies génétiques structurelles. On va passer vite à l'électrophysiologie, avec une première étude américaine qui s'intéresse pas juste sur les anomalies aiguës pour la zone épileptogène, mais aussi pour les anomalies lentes à type des ondes lentes. Il montre qu'il n'y a pas de différence entre la zone épileptogène et la zone irritative pour les pointes ni pour les ondes lentes, mais plutôt pour leur association. Le fait qu'une pointe est suivie par une onde lente et le délai. Plus court c'est le délai, plus on est proche de la zone à Rezeke, avec une bonne précision de classification de 63%. Et bien sûr, l'étude peut-être un peu le plus célèbre en électrophysiologie, avec les 4 centres, 2 français, Nancy et Grenoble, et Montréal et une base de données américaine, qui essaye de quantifier la valeur diagnostique de l'analyse visuelle de ECG, avec des marqueurs qui sont interictaux, pré-ictaux, ictaux, post-ictaux et également par la stimulation, et qui montrent que la meilleure précision, c'est la co-occurrence spatiale de pointe gamma et de pointe préictale, avec une R sur la courbe de 0,82 et une très bonne fiabilité entre les 6 experts. Et je vais finir cette partie avec une petite étude qui est sur le patient épileptique, mais ne s'adresse pas à l'épilepsie. C'est surtout pour les neuropsychologues de la salle et les chercheurs passionnés de micro, mais qui est très intéressante. Donc, ça montre qu'il y a vraiment une bonne correspondance entre les neurones hippocampiques qui sont actifs pendant la tâche de mémoire de travail et la tâche de mémoire à long terme. Et plus ces neurones spécifiques sont activés, meilleur c'est la reconnaissance des images 30 minutes après la tâche immédiate. Et du coup, ça crée un lien entre deux systèmes qui, du point de vue traditionnel, sont considérés complètement différents, anatomiques et aussi physiologiques. On va passer à la partie médicaments. Et certainement, l'incontournable de l'année, c'est toujours le valproate, avec la deuxième étude de même équipe danoise qui montre qu'en fait, sur un grand nombre d'enfants nés de pères qui prenaient du valproate, il n'y a pas de sous-risque ajouté pour les troubles neurodéveloppementaux comparé à l'ammotrigine et l'évitiracetam, ni de valproate de haute dose, ni de valproate en polythérapie. Donc vraiment, eux, ils ne trouvent rien du tout. Et puis, il y a une autre étude intéressante sur une large base de données patients épileptiques et patients avec une maladie bipolaire qui montre qu'il n'y a pas de risque d'infertilité chez l'homme qui prend du valproate.
Et comme la question a été posée au moins 3 fois pendant cette session, qu'est-ce qui se passe avec les hommes et les femmes si on arrête le valproate? Voilà, cette étude publiée en Brain investiguait un peu ça, avec un suivi de 14 000 participants sur 5 ans, et montre que l'arrêt du valproate augmente le risque de passage aux urgences, hospitalisation, chute, blessure, brûlure. Pour les femmes, nouvelle dépression, mais ça n'augmente pas, au moins dans cette étude, le risque de mortalité ou de SUDEP. On va passer au folate à haute dose, défini dans cette étude scandinave comme plus d'1 milligramme par jour, et qui montre que pour les femmes épileptiques, mais aussi pour les femmes non épileptiques, le fait de prendre du folate à haute dose, ça augmente le risque global de cancer de 20%, ça reste de petit effectif, mais c'est 20%, avec un risque de lymphome non-Hodgkinien doublé pendant la période de surveillance. Une autre étude intéressante s'intéresse au SUDEP et aux comparaisons de résultats toxicologiques pour les ordonnances et montre sur 80 cas de SUDEP qu'en fait 22% des patients sont non observants. C'est surtout les patients avec plus de troubles psychiatriques, mais il y a aussi 16 patients qui ont réclamé des médicaments antiépileptiques et n'ont pas reçu de leur médecin. Donc c'est aussi une question, est-ce qu'en fait on refuse le traitement pour les patients qui ont besoin? Ça, c'est un peu les médicaments en pipeline. Donc, je ne vais pas vous citer tous les 9 médicaments. C'est des molécules intéressantes. Certains, 5 avec de cibles déjà connues, 2 de cibles génétiques et 2 de cibles innovatrices. Peut-être une des plus intéressantes, c'est l'AMT 260, qui, le premier patient a été déjà implanté avec une sclérose hippocampique en Suisse, avec une réduction de 100% de crise à 6 mois. Donc, c'est une thérapie génique qui diminue le récepteur de kainate pour le glutamate. Et aussi, une autre molécule qui me semblait assez intéressante, c'est cette modulateur du récepteur AMPA, mais qui a été testée dans une phase 2 pour les patients implantés RNS, et qui montre une réduction de 80% des crises sur des enregistrements intracrâniens, donc une précision beaucoup meilleure que l'enregistrement ou le journal de crise. On va passer au côté un peu neuromodulation avec en première étude du professeur Bartolomei, l'essai pilote qui va se poursuivre avec l'étude Galvani de 16 patients avec un TDCS personnalisé sur l'implantation ECG et qui montre qu'il y a une réduction modeste de 20% chez tous les participants, mais quand même un taux de répondeur de 37%, une bonne tolérance, très peu des effets secondaires et un profil de répondeur plutôt les patients jeunes avec une zone épileptogène extratemporale. Puis, une étude qui essaie de retrouver un peu partout dans le monde les patients qui ont été implantés avec un VNS à droite, parce qu'ils ne peuvent pas être implantés à gauche. A priori, le taux de répondeur il est assez bon, sans complications cardiaques graves. Il y avait juste 2 patients qui ont eu un BAV de grade 1, donc vraiment pas sévère, et un qui vous voyez ici, qui a une asystolie induite par la stimulation électrique. Mais sinon, ça représente une bonne option quand le patient ne peut pas être implanté à gauche pour un tas de raisons. Et je vais finir cette partie de neuromodulation avec cette revue systématisée et méta-analyse qui compare l'efficacité pour les crises focales et généralisées de 3 techniques, DBS hippocampique, RNS et DBS de thalamus antérieur. Finalement, il n'y a pas de différence statistique significative, même si le DBS hippocampique il est un peu meilleur, avec un taux de 70%. Et il n'y a pas non plus de différence entre les épilepsies focales et les épilepsies généralisées pour le DBS thalamique antérieur. On va partir vers la chirurgie. J'ai mis 2 études face à face un peu sur les malformations cavernomateuses. Le premier, c'est une revue systématisée méta-analyse américaine qui retrouve 39 patients qui ont été opérés par la LIT d'un cavernome et qui montre une bonne efficacité. Donc, pour les patients épileptiques, parce que ce n'était pas que des épileptiques, c'était épileptique ou risque de saignement. 88% de patients libres de crise après un suivi de presque 3 ans. Taux de complication de 15% mais sans saignement et puis une réduction importante du volume. Par contre, l'étude de Flavius, de 5 centres français, 22 patients cavernomes implantés en ECG,
retrouve que c'est vraiment une autre population du patient avec des zones épileptogènes très complexes qui, pour 50% de patients, va au-delà de la lésion, voire est indépendante. Et de chez 22 patients, juste 10, ils ont reçu une proposition chirurgicale et juste 7, ça veut dire un tiers, sont libres de crise après la chirurgie. Puis, si on regarde un peu la chirurgie d'épilepsie chez la population âgée, donc c'est défini ici plus de 50 ans, il retrouve dans ces revues systématisées 94 patients qui ont été opérés après cet âge, avec un taux relativement similaire, une légère augmentation de complications chirurgicales, mais surtout un déclin de la mémoire verbale plus important, de jusqu'à 40%, et un risque de dépression de 50% après la chirurgie. Donc, ces types de patients peuvent être opérés, mais avec une petite surveillance différente. Et je vais finir la partie chirurgie avec une étude du Texas, de Nitin Tandon, qui s'intéresse est-ce que les hétérotopies périventriculaires ont un rôle dans la cognition et est-ce qu'il y a une dégradation après leur résection par thermocoagulation ou par laser. Il montre que même si ces hétérotopies sont activées pendant les tâches cognitives sur un index gamma, en fait, leur destruction ne produit pas de déclin significatif, sauf pour l'apprentissage spatial, mais c'est un déclin mineur. Par contre, même si on opère à gauche, il n'y a pas de déficit de langage après leur résection. On va passer sur la dernière partie, comorbidité sociale. Donc, cette première étude qui a une cohorte multicentrique, c'est une étude cross-sectionnelle de 92 patients syndrome de Dravet, adultes, mais relativement jeunes. Vous voyez ici l'âge moyen de 28 ans. Suivi par des échelles standardisées et ici analyse de la marche par vidéo, montre que 60% de patients ont une dégradation sur plusieurs fonctions, parole, marche, coordination, capacité d'adaptation, et 10 à 14% de patients présentent des critères pour une démence ou des troubles psychiatriques sévères. Et cette aggravation, c'est ça qui est un peu le plus intéressant, est liée à l'âge, mais aussi à la durée d'exposition aux bloqueurs de canaux sodiques pendant leur vie. Et c'est surtout la carbamazépine et la phénitoïne qui a les résultats les plus significatifs. Et puis, deux études du même groupe, c'est l'UCL de Londres, qui s'intéresse au devenir cognitif de patients opérés avec une lobectomie temporale antérieure à très longue distance, à 10 ans, et montre qu'il y a une amélioration de capacité mnésique, même à distance de la chirurgie, qui est un peu continue, et que cette amélioration s'explique par une meilleure connectivité qui se fait après l'opération entre les bouts du hippocampe restants, les hippocampes contralatérales et les zones postérieures corticales, pariétales et temporales basales. Les facteurs défavorables sont la sclérose hippocampique et la persistance du traitement à 10 ans. Et ils ont fait la même étude pour le langage. C'est un peu le même profil, donc ils disent que 50% des patients sont stables, voire améliorés. Et par contre, bien sûr, c'est des autres réseaux qui sont mis en place. C'est la connectivité frontotemporale, ipsi et contralatérale de la lésion. Et de facteurs défavorables, l'âge avancé, la longue durée d'épilepsie et la faible réserve cognitive. Et on va finir avec les prix pour les adultes de cette année. Donc forcément, l'article le plus cité, c'est le nouveau guide pour la classification de crise, qui a déjà 18 citations ce matin. L'article avec le facteur d'impact le plus important de l'année, c'est l'article prospectif sur la SUDEP de Lancet, un gros facteur d'impact. Et l'article qui me parut le plus amusant, c'est l'article qui s'intéresse au placebo dans les études médicamenteuses d'épilepsie, qui montre qu'il y a certains pays comme la Bulgarie, Croatie, Inde ou Canada, où ce taux de placebo il est vraiment très important, de presque 40% de la population investiguée, alors qu'il y a des autres pays comme l'Australie, le Brésil, la Norvège et la France, où ce taux est très bas, et peut-être recommande aux compagnies pharmaceutiques de préférer ce type de pays. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Mireille pour cette présentation et pour avoir tenu le temps.
Et donc, nous allons passer maintenant aux actualités fondamentales. Et je remercie Pierre-Pascal Santini, qui est chercheur à l'INMED, de s'être attelé à cette tâche. Bonjour à tous et merci de m'avoir accueilli et de m'avoir fait venir ici. Je suis très honoré. Alors, on a parlé des ours ce matin avec le problème de boucle d'or. Moi, je vais vous parler des souris et particulièrement de la relation souris-homme pour illustrer un peu le passage entre laboratoire et clinique et comment les échanges entre les modèles et les patients peuvent profiter. Alors, bien sûr, il y a énormément d'études qui ont été faites, donc j'ai sélectionné les plus impactantes et les plus, celles dont on parle le plus dans les couloirs. Je vais aussi parler un petit peu des chiens, parce que ça me plaît, j'aime bien les chiens. Donc, au menu aujourd'hui, je vais vous parler des pointes interictales et de leur utilisation comme pour triguer la stimulation intracrânienne chez des modèles. Je vais vous parler d'une nouvelle structure qui s'appelle la fasciola cinereum. Vous la connaissez probablement, mais en Basic Science, on n'est pas trop informé, comme potentielle cible de traitement. Je vais parler aussi d'un nouveau traitement, d'un traitement qu'on utilise souvent pour la colique, rectocolite hémorragique et aussi les problèmes inflammatoires, qui a été réutilisé pour l'épilepsie. Je trouvais ça très intéressant comme papier et un gros impact. On a parlé ce matin beaucoup des cytokines, vous allez voir. Et enfin, je vais vous parler de crottes de chien. Je trouvais ça très intéressant et on va en parler. Alors d'abord, je vais commencer par ces travaux de Jennifer Guelinas, qui est quand même une grosse star aux États-Unis, neuropédiatre qui a travaillé chez Yuri Boujaki, qui s'est interrogée sur les pointes interictales. On sait que ce sont des biomarqueurs de l'épilepsie, qu'ils ont un impact cognitif. On ne sait pas vraiment oui, on sait qu'ils ont un impact cognitif, mais on ne connaît pas un peu leur impact au niveau épileptogène ou ictogène. C'est en tout cas des travaux encore en cours. Et elle, en fait, elle a fait la remarque suivante. En fait, si on regarde l'EEG chez les patients ou chez les souris de sommeil, on voit qu'on a des fuseaux, des spindles entre 10-15 Hz au niveau cortical. Et ce qu'on sait, c'est que dans l'hippocampe, ces spindles sont associés avec des ripples, des oscillations à haute fréquence, qui vont précéder ces spindles. On a connu une espèce de co-occurrence entre les deux, et on pense que ça joue un rôle très important dans la consolidation de la mémoire. En fait, ce que Guelinas a montré en 2016, c'est qu'en fait, quand on a des pointes interictales dans l'hippocampe, dans un modèle temporal lobe épilepsie, ces pointes interictales vont provoquer des spindles, mais un peu artificiels, des fuseaux artificiels dans le cortex. Et c'était quelque chose de très intéressant parce qu'on les observe non seulement pendant le sommeil, mais aussi pendant l'éveil et pendant le repos de l'animal. Et donc, elle s'est posé la question de l'impact de ces fuseaux qui sont artificiellement causés et de ce couplage entre pointes interictales et les fuseaux. Il se trouve que ces observations peuvent être faites aussi chez les patients. Elle avait des patients temporal lobe épilepsie en 2016. En 2023, elle a eu des patients pédiatriques, en pédiatrie. Et on voit très bien l'association entre... Alors, je ne sais pas comment ça marche. Entre les pointes interictales dans l'hippocampe ici et les fuseaux. Mais on peut avoir aussi des pointes dans d'autres structures qui peuvent induire des fuseaux. En fait, dans l'étude en cours dont je vais vous parler aujourd'hui, Jennifer Guelinas montre qu'en fait, on a, et ça on le sait à peu près tous, c'est que quand on a un foyer épileptogène qui est identifié ici, on peut avoir des pointes interictales qui sont générées dans des fuseaux étendus qui ne sont plus du tout dans la zone épileptogène ni la zone irritative. Et en fait, ce qu'elle observe, c'est que ces endroits où on observe des pointes interictales, c'est aussi des points où on a un couplage entre les pointes interictales et les fuseaux qui est très fort. Et elle montre aussi que les fuseaux normaux vont s'étendre beaucoup plus en termes spatial que ce qu'on observerait chez les contrôles. Donc elle propose l'idée que ces pointes interictales et cette connexion pointe interictale-fuseau va générer en fait une connectivité anormale et qui va provoquer la genèse de nouveaux foyers épileptogènes ou en tout cas foyers de pointe. Donc, elle a montré aussi en 2023, sur les patients en pédiatrie, qu'il y avait un lien entre l'étendue du couplage entre les pointes interictales et les fuseaux et le QI des patients. Donc il y a quelque chose quand même, un impact très important au niveau cognitif et épileptique. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé un modèle Kindling de temporal lobe épilepsie. C'est une souris qui va avoir des crises chroniques. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va détecter les pointes interictales dans l'hippocampe et les enregistrer et stimuler dans le préfrontal, à l'endroit où normalement on devrait observer ces fuseaux. Et donc en faisant ça, elle va inhiber les fuseaux qui sont induits par les pointes.
et elle fait attention à ne pas trop stimuler, donc elle met un minimum d'écart de 3 secondes. Et ce qu'elle observe, ici on peut voir, j'ai du mal avec moi, voilà. On peut voir le taux de spindles, donc les fuseaux qui sont observés chez ces animaux, alignés par le temps ici de la pointe interictale dans l'hippocampe, et on voit une augmentation de ces fuseaux. On voit bien la pointe de l'hippocampe et les fuseaux ici. Et on voit que quand on fait le close loop, c'est-à-dire quand on stimule déclenché par les pointes, on va enlever ces fuseaux. Et là, elle trouve des résultats remarquables. Déjà, ce qu'elle observe, c'est que, donc ici on a les animaux qui sont simplement en modèle Kindling. Ici, on a les animaux qui sont stimulés de façon aléatoire, et ici, les animaux en vert qui sont dans le close loop. Et on voit qu'on a une diminution très très forte des pointes interictales. On voit aussi que l'épileptogénicité est réduite presque à néant dans ce modèle-là, et qu'ensuite, pour la structure du préfrontal, et aussi on voit, donc on est dans un modèle qui est progressif ici, on voit que chez les animaux non traités, on a une diminution forte à cause du kindling de la performance dans la mémoire dans une tâche de mémoire, mais par contre, après le close loop, on n'a plus d'effet sur la mémoire. Donc cette stimulation induite par les pointes interictales, non seulement améliore les pointes interictales, l'épileptogénicité, mais aussi la cognition. Donc c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser à nous. Ça, c'est le cadre de la temporal lobe épilepsie. On peut penser que ça peut nous intéresser en termes de clinique. La deuxième étude qui m'a vraiment marqué, c'est Ivan Soltesz, une autre star de la recherche en épilepsie, qui a utilisé une méthode qui est vraiment remarquable et qui était très intéressante. Il utilise ce qu'on appelle le SC-FLAIR, qui est un nouveau marqueur fluorescent, qui est induit par deux processus à la fois. Le premier, c'est qu'il requiert qu'on injecte une lumière bleue avec une fibre optique, mais aussi que la cellule soit fortement activée. Et quand la cellule est fortement activée et qu'on a activé la lumière, cette cellule-là va être marquée et on va pouvoir l'identifier. Il utilise cette méthode-là dans le contexte de l'épilepsie, avec un modèle de temporal lobe épilepsie. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va avoir ces souris qui vont avoir des crises, enregistrer dans l'hippocampe, détecter les crises, et quand il détecte les crises, ils vont stimuler avec le laser. Comme ces cellules qui vont être impliquées, comme les cellules vont exprimer le marqueur seulement si elles sont stimulées et qu'elles sont fortement induites, on va voir donc quelles sont les cellules qui sont impliquées pendant les crises d'épilepsie. En faisant ça, il observe quelque chose d'étrange, c'est que cette structure-là, que j'ignorais complètement, et pourtant ça fait 30 ans que je travaille sur l'hippocampe, au bout de l'hippocampe, juste à côté du subiculum, on observe cette espèce de structure qu'on appelle la fasciole cinereum, qui est très fortement impliquée pendant les crises. Donc elles ont été marquées parce qu'elles étaient activées pendant les crises. Et on voit aussi qu'elles expriment ce marqueur qui s'appelle le PCP4, qui va nous permettre aussi de les identifier. On voit ici la coupe sur le rat, où on voit les hippocampes, le dentate, et au milieu, on voit la fasciole cinereum. Et là, ce qu'ils font, c'est une deuxième prouesse, c'est qu'ils vont prendre ce marqueur et lui faire exprimer GCamp, qui va nous permettre de voir les neurones déchargés, faire une activité lumineuse en calcium imaging, en imagerie classique, en 2 photons. Et là, donc, il met ses souris avec une caméra pour pouvoir détecter en biphoton l'activité des neurones. Et on voit ici l'activité de 80 neurones enregistrés en même temps, alignés dans le temps par rapport à la pointe interictale, les crises. Et ici, on a un code couleur pour montrer que la cellule est active. En rouge, elle est fortement active. En bleu, elle ne décharge pas. Et là, on voit que ces 80 cellules déchargent toutes de façon très, très forte pendant les pointes interictales et très, très fort pendant la crise et s'arrêtent après les crises. Donc, on a bien que cette structure-là est fortement impliquée dans les crises d'épilepsie. Alors ici, il vous a montré une représentation de l'hippocampe chez les rongeurs. On voit bien qu'elles sont très dorso-ventrales et en fait, on voit le fasciole cinereum ici. Chez l'homme, c'est différent puisque l'hippocampe est plutôt en antéro-postérieur et le cinereum est en arrière. On le voit ici. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir en clinique. Et ils font de la LIT d'ailleurs là-bas. Et on a ici 4 patients qui ont été enregistrés en SEG. On voit ici l'hippocampe, la face antérieure, postérieure, le fasciole cinereum, et ici c'est le thalamus. Et on voit donc le cinereum qu'il y a des électrodes qui étaient placées dans ces locations, ces endroits, dans le fasciole cinereum. Et on a 100% des cellules qui sont des crises qui impliquent le fasciole cinereum. Donc, dans 100% des cas, des crises de temporal lobe épilepsie, cette structure est impliquée, comme pour les souris. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va utiliser encore ce marqueur des cellules du fasciole cinereum, le PCP4, et on va le faire exprimer maintenant une opsine qui va nous permettre de les inhiber.
Donc par la lumière, là, cette fois-ci. Et là, quand ils font ça, on voit une crise. Quand on stimule, paf, la crise est arrêtée. Et donc, ici, on a les données un peu de groupées. On voit une diminution significative de la durée des crises qu'on n'observe pas chez les contrôles. Et donc, ils sont revenus sur des patients sur lesquels ils ont fait des résections. Et ici, on a un patient avec épilepsie du lobe temporal, mais là, c'était plutôt donc le lobe temporal et pas l'hippocampe. On voit les électrodes dans le lobe temporal, et on voit une électrode qui va jusqu'au cinéréum ici. Ici, on a le thalamus, et on voit que les crises chez ces patients impliquent fortement, à 100%, cette structure-là. Donc, ils ont procédé à une résection, mais ils n'ont pas enlevé le cinéréum ici. Et là, l'ablation n'a pas suffi, du lobe temporal n'a pas suffi à réduire les crises. Donc, ils sont revenus sous les conseils de Ivan Soltesz en chirurgie. Et cette fois-ci, ils ont tenté de faire l'ablation la plus propre possible sans toucher le thalamus. Et là, ils ont 85% de réduction des crises. Donc cette structure-là semblerait être le nouveau candidat pour les stimulations. On a parlé du thalamus antérieur ce matin, mais peut-être que celle-là pourrait marcher aussi. Donc maintenant, je voudrais vous parler d'une autre étude qui est reliée à ce que je viens de vous expliquer, mais un peu différemment. Ici, on parle d'inhibiteurs, on en a beaucoup parlé ce matin du JAK-STAT, des cytokines et de l'inflammation. On a parlé du Fires North, on a parlé d'Alzheimer aussi, qui impliquait ces pathways, et c'est quelque chose de très intéressant et que j'ai trouvé très marquant. Alors, avant de commencer l'étude, je vais vous parler d'une chose. Au laboratoire, quand on veut induire des modèles d'épilepsie chronique, on a des modèles génétiques, mais on a aussi des modèles d'état de mal épileptique, de status epilepticus, où on va induire un état de mal, soit par injection de chémoconvulsants dans l'hippocampe ou dans le cerveau, soit en systémique, soit en faisant des stimulations électriques. L'état de mal va être produit, il va s'arrêter spontanément, ou alors on va le bloquer avec des phénobarbitol, par exemple. Et au bout d'une certaine phase de latence, qui va durer plusieurs semaines, on va avoir spontanément des crises d'épilepsie qui vont s'observer. On parle d'un phénomène qu'on appelle épileptogénèse, puisqu'on a d'abord une épilepsie, des fortes crises, on a une phase de latence où les crises disparaissent, puis elles reviennent. Et c'est associé avec une expression de gènes et de protéines qui sont très importants pour le fait que ces crises deviennent plutôt spontanées. Et on a après des modifications structurelles. Et en fait, le groupe dont je vous parle maintenant avait identifié dans une vieille étude, en faisant de la protéomique chez ces modèles souris, qu'il y avait, après cette première vague de crise, pendant la phase de latence, une augmentation de certains gènes, et qu'ils ont pu identifier un gène particulièrement qui s'appelle le EZH2, qui est un facteur de transcription, donc qui est assez vaste sur ces cibles, qu'ils ont trouvé qui était anti-épileptogène. Ici, on voit la progression des crises après l'induction de cet état de mal artificiel. On voit que 2 jours après, on a une augmentation de cette molécule, de ce facteur de transcription, qui va durer 2-3 jours et qui après va disparaître. Et là, ils se sont dit, on va prendre ce facteur de transcription et on va l'inhiber. Et en l'inhibant, ils ont augmenté le nombre de crises. Donc c'est bien que ce facteur de transcription est un protecteur, puisque quand on l'inhibe, on a une augmentation des crises à la 5e, 6e, 7e semaine, etc. Donc ils ont utilisé cette chose-là parce qu'on se pose la question, quels sont les gènes qui sont contrôlés par ce facteur de transcription? Et là, ils ont découvert quelque chose que je trouve fascinant. Alors, ils font une protéomie, de la transcriptomique, c'est assez compliqué, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ils identifient des clusters de gènes, et il y en a un, particulièrement celui-là, qui est le black, le noir, où ils ont des souris wild-type, des souris knockout, où ils enlèvent ce gène protecteur, donc ils vont avoir des crises très très graves, et on voit qu'on a une augmentation de ces gènes dans ce cas-là. Donc ils ont réussi à trouver quels étaient les groupes de gènes qui étaient identifiés. Et là, qu'est-ce qu'ils identifient? Des gènes de l'inflammation, interféron, TNF-alpha, mais le JAK-STAT qu'on observe ici. Et le STAT 3, la STAT 3, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le JAK-STAT. On peut l'observer dans plein de types cellulaires, parce qu'on est capable de prendre les cellules de ces souris et voir ce qu'elles expriment. Ils ont fait ça, la même chose chez les patients. Ils ont pris les tissus suivis de résection de temporal lobe épilepsie, et ils observent la même chose et les mêmes patterns. Je ne vais pas montrer tous les détails, parce que je trouve ça pas très joli, surtout les couleurs. Mais alors, le JAK-STAT, c'est quoi? Le JAK-STAT, c'est un processus qui nous permet de détecter les cytokines avec des récepteurs spécifiques et à transférer l'information jusqu'au noyau. Donc la cytokine pro-inflammatoire, le stade 3, c'est celui qu'ils ont identifié. Donc la cytokine va activer tous les facteurs de transcription qui vont être impliqués ici dans l'épileptogénèse. Et donc, ce qui est beau, ce qu'ils voient, donc ils regardent ce stade 3 maintenant, l'expression au fil du temps
avec ces souris-là, et ce qui est beau, c'est qu'ils observent plusieurs vagues d'activité. La première vague, donc ici on a le temps, on a 1 jour, 4 jours, 14 semaines. Ici on a le stade 3, l'expression. En Western blot, ils l'ont fait aussi en PCR. Et on voit une augmentation le premier jour, et on voit une augmentation 14 semaines après. Donc on a 2 vagues d'activité, ce qui, je vous le rappelle, correspond à la première vague d'activité des crises qu'on a juste après le status, la phase de latence, et après les crises. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont utiliser le tofacitinib, qui est utilisé couramment, donc pour la polyarthrite rhumatoïde, pour la rectocolite hémorragique, etc. Donc c'est sur le marché, il n'y a pas de problème d'utilisation. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont induire l'état de mal épileptique chez ces souris, attendre 1 semaine et là commencer les injections. Donc ils ont soit du véhicule, soit des animaux avec le Xeljanz là. Et ce qu'ils observent, ici on voit l'activité de 5 souris. En rouge, c'est quand elles ont beaucoup de crises. En bleu, c'est quand ils n'ont pas beaucoup de crises. Là, c'est le temps. Et on voit que chez les véhicules, on a des crises tout le temps. 5 crises par jour. Et ici, elles crisent beaucoup les souris. Et ici, par contre, on voit que dès l'injection, 2 jours après l'injection, on voit une disparition totale des crises. C'est quelque chose de remarquable. C'est quantifié ici. Et c'est observé 2 mois après la cessation du traitement. Donc là, on a vraiment une disease modifying drug, je ne sais pas comment on dit en français. On est capable d'arrêter le processus d'épileptogénèse, ce qui promet beaucoup de traitements, probablement pour les TBI, pour le traumatic brain injury, mais aussi peut-être pour voir les patients qui commencent à déclarer des crises d'épilepsie. Allez, je vais finir avec le chien. Alors, vous savez que les chiens, notamment les Golden Retriever, ont des crises d'épilepsie, ils parlent d'épilepsie idiopathique généralisée. Et en fait, les auteurs de cette étude, j'ai trouvé ça très amusant, mais en même temps très intéressant. Ils ont séparé les chiens en 3 groupes, ceux qui sont contrôle, qui n'ont pas de crise, ceux qui ont des crises modérées, et ceux qui sont résistants au traitement et qui ont beaucoup de crises. Ils ont mis dans un traitement standard de nourriture, et au bout de 90 jours, ils ont pris les crottes. Et ils ont fait leurs études, notamment la protéomique, pour voir le métabolome et le microbiome fécal. Et ce qu'ils observent, c'est qu'en fait, il y a des différences entre les 3 groupes de chiens. Déjà, si on regarde en rouge les animaux qui sont résistants, on voit qu'on a une très forte augmentation de tout ce qui est des métabolomes liés à l'histamine. Et chez les animaux en jaune qui tolèrent bien le traitement, là, on a une augmentation de tout ce qui est en rapport avec le tryptophane et la sérotonine. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais après, ils ont regardé le microbiome et là, ils voient que les pharmacorésistants ont une très forte augmentation de Escherichia shigella, qui est plutôt pro-inflammatoire, alors que ceux qui tolèrent bien les traitements, ils ont plutôt du Blottia hominis qui est plutôt anti-inflammatoire. Donc voilà, je voulais vous montrer juste ça. Est-ce que c'est la cause ou la conséquence du traitement ou la cause ou la conséquence de l'épilepsie qu'on observe ces phénomènes? C'est un peu compliqué à comprendre, mais ça nous dit que les chiens peuvent peut-être nous aider aussi à nous aider. Donc je vous souhaite de rentrer bien, je vous remercie. Juste avant, regardez dans Epilepsy Current, je sais que ce n'est pas du basic science, mais il y a une étude de Sutula que j'ai trouvée très, très intéressante, qui se pose la question, est-ce que les crises endommagent le cerveau? Et je pense que c'est une question qui concerne tout le monde, que ce soit les basic scientists au laboratoire ou vous. Et en fait, je vous la fais vite, l'histoire, c'est très compliqué, parce qu'on a des facteurs qui peuvent nous dire que oui, d'autres facteurs qui disent que non. Juste lisez l'étude, elle est très, très bien écrite. Voilà, je vous remercie.